Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Ok, c'est parti. Alors bonjour Eva, merci de me recevoir chez toi aujourd'hui pour parler du design humain. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Ça me fait super plaisir de pouvoir parler de ça avec toi, avec vous et de partager le design humain. Écoute, qu'est-ce que je peux te dire sur moi ? J'ai étudié le design humain il y a environ 1 an et demi et plein d'autres sciences humaines. En fait, ce qui me passionne, c'est vraiment prendre conscience de moi-même, des autres, de ce qui nous entoure. Ça fait très très longtemps que je me suis rendu compte que c'était ce qui me rendait dingue. et si tu veux, du coup, ça fait vraiment des années que j'étudie un peu la psychologie, le design humain, le reiki. D'accord. J'ai commencé récemment un peu le chamanisme. Trop c'est bien. des choses. J'adore. Et du coup, mon objectif, c'est vraiment de découvrir toutes ces différentes choses qui expliquent l'être humain Trop bien. de différents angles. Parce qu'en fait, chacun en général a un peu sa discipline. Et du coup, pour moi, c'est une vision très incomplète de ce qu'est une personne, en fait, puisqu'il y a plein de façons différentes de l'aborder. Et ce que j'aimerais vraiment, du coup, c'est approfondir toutes ces connaissances-là pour avoir une vision qui soit la plus holistique possible, en fait. Ok, génial. Ouais, de moi-même et des autres. Et à partir de là, écoute, si je peux même aider les gens à, du coup, atteindre leur plein potentiel, c'est vraiment ce que je rêverais de faire, quoi. Ok, donc je risque de faire appel à toi à nouveau, alors si tu t'es calé dans autant de sujets. Trop cool, donc ouais, au final, tu apprends à te connaître à travers de nombreux outils, dont le design humain, du coup. Comment est-ce que tu as découvert le design humain ? Comment c'est arrivé sur ton chemin ? En fait, le design humain, je l'ai découvert dans un podcast américain qui est un podcast qui appartient à un coach qui m'a coaché en Australie. Oh, génial, il s'appelle comment le podcast ? Le podcast s'appelle le John Amix Show. Ok. Je pourrais mettre le lien si tu veux. Y a pas de souci. Même sur l'orthographe, je suis pas sûre, mais du coup, c'est en anglais. Ok. Mais c'est vrai qu'en fait, en Australie, j'avais fait un week-end avec des coachs. C'était assez intense. C'est une expérience qui m'a vraiment transformée et qui m'a fait ouvrir les yeux sur une approche de la vie que j'avais au fond de moi, mais que j'étais pas consciente d'avoir. D'accord. Ça a été transformationnel. Et du coup, l'un des coachs a lancé un podcast après, et dans l'un des podcasts, il parlait de design humain justement, en disant que lui, ça lui avait permis de mieux se comprendre, ça lui avait permis aussi de mieux comprendre ses enfants. Il disait qu'en fait, si tu veux, notamment un de ses enfants, avait un caractère complètement différent de lui, il avait beaucoup de mal à nouer un lien avec, etc. Et que le design humain, ça lui avait permis de sortir un petit peu de son prisme et de se dire « Ah ben, maintenant je comprends mieux la personnalité de mon fils et tout, et du coup, de l'accepter pour ce qu'il est au final. Et de pas vouloir lui imposer sa personnalité. Ok. Et tout, donc du coup, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, ouais. Génial. Et ça a duré longtemps, ce stage ? Comment ça se déroulait un petit peu ? Le stage, pour le coup, c'était de design humain, du coup. Ouais, le stage de design humain, c'était tous les jeudis soirs. Et ça a duré, il me semble, 3 mois, quelque chose comme ça. D'accord, donc ça veut dire c'est hyper complet, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir à ce niveau-là, quoi. Complètement. Ok. Mais même moi, pour le coup, j'en suis qu'au niveau 1, et je pense que je ne sais plus combien de niveaux il y a exactement. Du coup, j'ai juste le diplôme du premier niveau. Mais c'est vraiment quelque chose dans lequel les gens se forment, reçoivent des diplômes accrédités. C'est vraiment tout un truc, et je pense pas que tout le monde ait besoin de tout apprendre du design humain. Oui. C'est génial pour des gens qui veulent devenir thérapeutes. Par contre, pour soi-même, rien que le début, en fait, ça peut déjà avoir un énorme impact sur sa vie sans se plonger dans toute la complexité. Ok. Mais par contre, ouais, c'est quelque chose qui est extrêmement riche. C'est très dense, quoi. Ok. Complètement. Et c'est arrivé, je crois qu'on en avait parlé un petit peu en off, en 1970. Tu m'as dit qu'il y avait un peu une histoire assez drôle au sujet de la découverte. Oui, alors là, la personne qui a découvert le design humain, il me semble que lui, de base, il était... Qu'est-ce qu'il faisait ? Enfin, il avait vraiment un métier conventionnel. En tout cas, il travaillait aux États-Unis, super carrière. Un jour, il a eu un espèce de gros burn-out et il s'est dit non, mais je peux plus vivre comme ça, alors qu'il était hyper successful. Et du coup, il est parti vivre en nature. Il a tout laissé tomber et il vivait extrêmement simplement. Il avait plus d'argent ni rien. Et un jour, il y a eu une espèce de grosse tempête. Une tempête intense là où il était. Et lui, a priori, ne vivait pas dans une maison
c'était vraiment un abri de fortune, en fait. Et donc, il s'est retrouvé avec cette grosse tempête. Il est allé se cacher, plus ou moins. Et en fait, là, je sais pas, il a eu une espèce de révélation. Une illumination. Tout un truc qui s'est passé. Un truc c'est comme si ça l'avait frappé de l'intérieur. D'accord. C'est un peu mystique. Hein. Oui. On adore. Mais globalement, si on résume, c'est comme si, en fait, il avait fait un rêve. Quand il s'est réveillé, il s'est dit, mais attends. Et là, il a commencé à écrire des pages et des pages et des pages, et il a écrit le premier livre de design humain. Waouh. Et en fait, c'est dans cette espèce d'expérience transcendantale. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était... On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il a été frappé par l'inspiration, et que c'est comme s'il y avait eu la parole divine. Ouais, c'est ça, ok. qui était arrivée en lui. Et donc, ok. Voilà. Et du coup, depuis, il en parle autour de lui, et c'est un mouvement qui se développe de plus en plus, ouais, dont on a dit on n'entendait pas plus parler que ça, mais voilà, qui est quand même présent. Bah, en fait, aux États-Unis, je pense qu'on en parle quand même beaucoup plus, évidemment. C'est vrai qu'en France, finalement, on est quand même assez réfractaire en général à tout ce qui est un peu spirituel et tout. C'est pas du tout... Je pense qu'historiquement, en fait, on a voulu rejeter tout ce qu'on pensait être plus ou moins de la foi. Donc en fait, c'est vrai qu'en France, on ne parle pas beaucoup de ça. Il y a, ceci dit, Design Humain France, toute une communauté... The only one officielle. Toute une communauté avec des gens qui en parlent et qui essayent de le promouvoir, notamment sur Instagram. Mais c'est vrai que c'est très peu connu. Okay. Donc voilà. Oui, si on veut se renseigner un petit peu, je crois qu'il y a quelques sites en français, mais du coup, si on va approfondir, tu nous conseilles peut-être plus de se tourner vers des sites peut-être plus américains ou Ouais, exactement. Honnêtement, bien sûr, pour ceux qui parlent anglais, américain direct, parce que ce sera bien plus fourni, et surtout, pour moi, en fait, quand on apprend le design humain pour soi, je pense que le mieux, c'est de sortir des textes un peu officiels qu'on voit sur les sites, et de vraiment rentrer dans des blogs de gens qui ont découvert leur type à eux, etc. Donc, on expliquera plus tard ce que sont les types. Ça arrive. Mais des gens, du coup, qui en parlent de leur propre expérience et qui disent « Ah, j'ai appris le design humain. Moi, je sais que je suis tel type et je suis telle autorité et tout. » Et qui racontent plutôt leur expérience dans la vie à travers ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment eux qui vont donner vie. Ouais, vraiment. Ouais, bah ouais, complètement. Je trouve qu'il y a rien de plus parlant que quelqu'un qui parle de sa propre expérience, parce que on peut pas le remettre en doute, parce que c'est ce qu'il a vécu, tandis que des choses qui sont plus de l'ordre de la projection, etc., peut-être que c'est plus, on peut plus le remettre en question. Ouais. Ok, donc depuis tout à l'heure on en parle, mais finalement, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le design humain, s'il te plaît? Bien sûr. Le design humain, du coup, c'est un... Les pros du design humain diront que c'est une science. Je peux pas être forcément d'accord avec eux, surtout la façon dont c'est arrivé. Disons que c'est un domaine, une discipline ésotérique, mais réellement c'est à la croisée de plein de sciences, de croyances, etc. qui existent déjà. C'est un mélange entre de l'astrologie, du I Ching, le système des chakras, parce qu'on parle de centres énergétiques, mais au final du coup c'est des chakras quoi. La Kabbalah, enfin vraiment ça mêle plein de choses, toutes ces choses-là, ça les englobe un petit peu. Malgré tout, ça reste quelque chose à part, hein, donc ça prétend pas faire un mélange de tout ça, ça reste quand même son propre truc. Et toute l'idée, c'est qu'en fait, l'heure et l'endroit où on est né, finalement, eh bien, à ce moment-là, on a été impacté par le positionnement des planètes, etc., dans notre galaxie, et que, puisqu'en fait, l'univers n'est qu'énergie, c'est comme si on était dans un grand océan, et donc forcément, quand il y a un petit courant quelque part, même si c'est pas directement à côté de nous, ça nous impacte d'une manière ou d'une autre. Donc tout part de cette idée-là, et forcément l'alignement des planètes, du coup, déplace l'énergie d'une certaine manière. En design humain, on parle de neutrinos. On va pas en parler maintenant, mais on va un peu les détails, ok. Exactement. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, à ce moment-là, les mouvements énergétiques, en fait, ont impacté notre empreinte énergétique. D'accord. Et du coup, ça nous définit un petit peu comme c'est vraiment notre empreinte en fait, et ça définit après notre personnalité, notre façon d'appréhender la vie, etc. Et donc le design humain, c'est vraiment un outil qui te permet de mieux te comprendre, ton fonctionnement, de mieux naviguer la vie, du coup, et de te dire, en fait, si je vois les choses comme ça, c'est pas parce que je suis bizarre, c'est pas parce que je suis truc, en fait, le design humain m'éclaircit sur ces choses-là, et maintenant, je peux prendre des décisions de la manière qui est la plus adéquate avec ma nature profonde, en fait. D'accord, et du coup, tu l'as abordé vite fait,
pour découvrir quel est notre type. Donc, tu l'as dit, c'est par rapport à notre date de naissance, notre heure de naissance et notre lieu de naissance. Ouais. Sur Internet, on peut trouver ça ou faut s'adresser vraiment à un professionnel? Non, alors sur Internet, il y a toutes les ressources. Ok. Merci à Google, c'est trop stylé. En vrai, il suffit juste de taper, du coup, en français, design humain. Uh-huh. Et les premiers liens qui vont arriver, c'est vraiment ça, c'est des liens, tout comme on calcule son thème astrologique. Bah là, c'est exactement pareil. Ils vont vous demander juste, c'est ça, lieu de naissance. C'est mieux si on connaît l'heure et les minutes auxquelles on est né. Mais bon, enfin voilà. Et donc on les rentre et là, ils vont vous montrer tout un thème hyper complexe. Faut pas prendre peur. Parce qu'au début, je sais pas si toi tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Ok. Au début, ça fait faire un peu paniquer. On voit des choses. Il y a des infos partout, des chiffres partout, des signes partout. Ouais, exactement. Et en fait, bon, vous verrez qu'il y a pas mal de sites qui vont vous dire, enfin, qui vont un peu jouer sur le fait que ça ait l'air compliqué, en essayant de vous dire justement, bah, si vous payez nos services, on va vous expliquer. Mais en réalité, c'est largement suffisant de chercher par soi-même sur Internet. Je pense qu'au début, pas besoin de se prendre la tête avec toutes les infos, parce que ça fait beaucoup. Oui. Il y a vraiment des choses qui sont majeures qu'il faut regarder en premier, genre son type, ses centres qui sont définis et non définis. Pareil, on en parlera un petit peu après. Sa stratégie, évidemment, et sa croix d'incarnation. D'accord. Ça a l'air déjà assez dense, rien que tout ça. Oui, c'est vrai, mais en fait, ça fait finalement en quelques jours, on peut quand même. Je me dis quand même quelques jours parce que oui, ça prend un peu de temps. quand même, hein, c'est un vrai investissement. c'est vrai. Mais rien que comme ça, en fait, on peut vraiment juste taper sur Internet, je sais pas, croix d'incarnation, angle droit du guérisseur, par exemple, et voir juste ce qu'on nous dit à ce propos sur Internet. Pour moi, c'est déjà largement suffisant, et je trouve que ça donne déjà une idée super claire, en fait, de choses qui se trament en nous et tout. Et après, effectivement, si vous êtes vraiment passionné par ça et que vous dites je veux tout savoir de ce que le design humain a à dire sur moi, là, ça peut valoir la peine, effectivement, d'aller voir un professionnel parce que cette personne, elle pourra vraiment faire une lecture hyper très complète et en même temps nous former, je suppose, parce que quand on va chercher en profondeur comme ça pour nous-mêmes, au final, on apprend des choses sur l'outil, etc. Donc au final, c'est une mini-formation qu'on fait aussi. C'est clair que c'est une mini-formation aussi, à 1000%. Et en plus, ça permet du coup de comprendre comment lire un thème et après de pouvoir le lire à ses potes. Oui. Tu me l'avais dit un petit peu au téléphone que du coup, tu voulais le faire un peu à tout le monde pour les aider. Ouais, j'ai vraiment prêché la bonne parole partout. À chaque fois que mes potes me disent « Mais je comprends pas pourquoi dans ma vie il se passe ça », je lui dis « Toi, c'est parce que t'es projecteur. » Ça explique tout. Ouais, d'ailleurs, ça explique beaucoup de choses. Ouais. D'ailleurs, t'as fait un blog, c'est par là d'ailleurs que je t'ai découvert, qui s'appelle esotera.com, où t'as un petit peu condensé les différents types dont on va un petit peu parler pour qu'on puisse un peu mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc moi, je vous recommande d'y aller, même si il manque un petit peu des photos, etc. Mais je trouve que c'est vraiment bien raconté et on comprend vraiment bien. Puis il y a une petite touche d'humour et j'adore. Bah écoute, merci beaucoup. Je tiens à dire quand même que vous allez voir, c'est un chantier pas possible. Peut-être que ça peut te motiver à le reprendre. Ouais. Je l'ai mis en pause ces 6 derniers mois parce que, comme je te l'expliquais, ça a été, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Mais là, je vais absolument le reprendre. Et d'ailleurs, l'objectif de ce blog, c'est d'aller plus loin que le design humain. Enfin, vu que, comme je vous le disais, moi, je suis dans une quête de découvrir toutes ces différentes sciences qui permettent de mieux se comprendre. Et je pense que c'est le grand mal de notre génération où, en fait, on a le temps de se poser plein de questions, on a le confort de vie qui nous permet de s'en poser, et du coup, on est tous perdus. Et et vraiment, mon objectif, c'est ces différentes choses que j'apprends et que j'étudie, les condenser de manière un peu sympa à lire pour que les gens, finalement, puissent avoir un accès facile à toutes ces informations et en savoir plus sur eux. Donc, voilà. Génial. Allez sur esotera.com. Yes. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un type et donc comment on découvre le nôtre? Ça, on l'a expliqué, il faut se rendre sur Internet. Mais du coup, qu'est-ce qu'un type? Combien est-ce qu'il y en a? Et voilà. Ouais. Alors du coup, donc il y a tout un jargon du design humain. Effectivement, type, c'est l'un des mots qu'on utilise. Le type, en fait, c'est vraiment juste la qualité de son aura, en gros. Donc l'aura, c'est ce qu'on dégage. C'est quand parfois on trouve que quelqu'un est charismatique, c'est parce qu'il a vraiment cette aura autour de lui et ça dépasse complètement juste l'aspect physique. Donc l'aura, c'est vraiment comme une espèce de corps énergétique, en fait. Okay. Et donc, en design humain, il y a 4 types d'aura, donc de types. Il y a le manifesteur, le projecteur, le réflecteur et le générateur. Le manifesteur, du coup, c'est 9% de la population. Ok. Le générateur, 36%. D'accord. Le projecteur, 22%. Et le réflecteur, c'est 1%. D'accord. Ouais, donc voilà.
Et donc, je vais vous expliquer vite fait. Après, je vais vous donner une petite métaphore que j'utilise souvent pour expliquer justement à mes proches quand je leur en parle. Génial. C'est qu'en fait, le manifesteur, c'est son rôle, en fait, dans l'écosystème humain, sur la planète, c'est vraiment d'initier l'action, de créer. C'est vraiment cette personne qui va avoir une idée, bam, la mettre en place. Tout va suivre ce que cette personne a envie de faire. Et c'est assez incroyable. C'est des gens qui ont une capacité de création. Et quand je parle de création, bien sûr, c'est pas de création artistique, mais c'est d'initiation qui est folle. Le générateur, c'est donc la majorité de la population, c'est des gens qui vont être plus là en soutien. C'est ce qu'on appelle un peu les bâtisseurs. Parce qu'au final, c'est bien d'avoir 9% de la population qui initie, mais derrière, il faut bien des gens aussi qui mettent les mains au... Voilà, qui mettent les mains à la pâte, qui font avancer les choses, qui travaillent au final. Et ça, du coup, c'est les générateurs. Et eux, en fait, ils se démarquent parce qu'ils ont une énergie... on peut pas la stopper, cette énergie. D'accord. Ils ont une énergie en continu, en fait. Ok. Et donc, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi ils ont cette énergie-là, mais ça, vous trouverez vraiment plein d'informations à ce sujet. Et tout est lié, du coup, au centre dont on parlera après, mais qui sont comme des chakras, ceux qui sont définis et pas définis et tout. Mais en gros, leurs centres moteurs sont définis. Donc, ils émanent une énergie constante. Après, on a le projecteur qui, pour le coup, lui, va pas avoir une énergie constante, mais qui va... En fait, son type d'aura, c'est vraiment c'est bizarre à dire, mais de pénétrer dans l'aura des gens. D'accord. Mais un peu un par un. Et en fait, du coup, d'arriver à cerner des choses sur les gens que la majorité des gens ne voient pas. Et du coup, eux, leur avantage, finalement, c'est de réussir à cerner des choses, des patterns, des schémas, et donc de pouvoir vraiment instruire un peu les autres sur ces trucs-là. Et du coup, le réflecteur, les réflecteurs, c'est du coup 1% de la population, donc c'est vraiment très très peu. Eux, pour le coup, donc c'est ce qu'on appelle un centre... Enfin, ils ont... A priori, en fait, c'est que des gens qui se nourrissent de l'énergie des autres, mais qui, eux, n'en émanent aucune. Et donc, eux, c'est vraiment la lecture maximale. Il faut imaginer qu'en fait... Et ça peut être très compliqué, et d'ailleurs je pense, mais j'ai aucune preuve, mais je pense que quand on parle de gens qui sont ultra sensibles, donc c'est encore au-dessus des hypersensibles, et quand on parle de gens ultra sensibles, je pense que c'est des réflecteurs. D'accord. Donc c'est des gens qui vont ressentir ce que les autres ressentent, et se l'approprier, parce que du coup, ils n'arrivent pas en fait, ils ne savent pas que ça vient des autres, et pas d'eux-mêmes. Ouais. Et donc, c'est très compliqué pour eux de découvrir qui ils sont, de comprendre leurs états d'âme, parce qu'ils se disent, mais là, maintenant, je me sens mal d'un coup, alors que j'ai aucune raison de me sentir mal, j'arrive pas à comprendre. Et en fait, c'est juste parce qu'ils absorbent en continu les énergies de tout le monde. Donc, ça peut être très compliqué. Mais en fait, au final, chaque type d'aura a vraiment un rôle particulier. Et donc, pour vous donner ma petite métaphore, en fait, si on était dans une entreprise... Le manifesteur, ce serait un peu le CEO, c'est la personne qui va, disons le co-founder qui va dire j'ai une idée, vas-y je lance mon entreprise. Allez, on y va, ça part. La personne elle va réussir à trouver les financements, tout le monde va la suivre, c'est génial. Du coup le générateur, ça va être les employés. Ok. Donc ils vont porter le projet, vraiment. Le projecteur, ça va être quelqu'un qui va pas faire partie de l'entreprise, mais qui va plus être un consultant externe. Donc, il se tient un petit peu en dehors de tout ça, mais on va l'appeler une fois de temps en temps. Donc, il travaille pas à 100% dans l'entreprise, il va plus venir une fois de temps en temps, et il va un peu évaluer les choses et voir les axes d'optimisation, etc. C'est vraiment le consultant. Ok. Et le réflecteur, on va lui trouver une place dans l'entreprise. Le réflecteur, c'est la mascotte. C'est ça. En vrai, ça pourrait vraiment être ça. Ça pourrait être peut-être un petit peu en fait, cette personne qui va pas travailler véritablement, mais son seul rôle, ça va vraiment être de pouvoir parler un peu avec chacun et de comprendre comment tout le monde se sent un petit peu dans Happiness manager. Voilà, parfait, c'est ça. C'est complètement ça. Et donc voilà. Et ça, c'est dans l'optique où les personnes sont, on va dire, en adéquation avec du coup leur type. Ouais. Je suppose que est-ce que ça existe un peu le penchant, on va dire, est-ce que le manifesteur, du coup, tu as dit les CEO, etc., admettons qu'ils soient pas alignés avec ses valeurs, est-ce qu'il y a sa contrebalance, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, complètement. Alors, pas vraiment, mais c'est plutôt qu'en fait, là où il faut vraiment tempérer tout ce que je viens de dire, parce que forcément, je fais des grosses généralités. Enfin, ouais, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, même quand on parle de manifesteurs, par exemple, ça veut pas dire que tous les manifesteurs ont des énormes envies de création. Ça veut pas dire qu'ils ont envie d'accomplir des trucs de folie, mais c'est juste qu'en fait, quand ils vont décider quelque chose, ça va se passer. C'est tout ce qu'il faut retenir. Okay. Et ça, pour le coup, même sans être vraiment aligné avec soi-même ou ne pas vraiment se connaître, etc., je pense véritablement qu'en fait, ça se passe quand même
parce que mais ça va vraiment être pour des petites choses. Et du coup, à l'inverse, pour expliquer un petit peu en pratique, parce que c'est intéressant de comprendre en pratique comment ça se passe dans la vie. Oui, complètement. Effectivement, comme je vous disais, les manifesteurs, c'est vraiment des gens, quand ils ont décidé quelque chose, ça va se passer. Et c'est marrant parce que j'ai une pote elle est moitié manifesteur, moitié générateur. D'accord. Ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est un peu le 5e type, c'est un mélange des deux. Mais ça marche comme un manifesteur en réalité. Mais ça a l'énergie d'un générateur. Ok. En gros, cette pote, c'est fou parce qu'avant de connaître le design humain, je me disais toujours, mais elle a une force de... Quand elle a décidé quelque chose, ça se produit. Comme ça et pas autrement. Voilà, et je trouve ça fou. Et c'est sans forcer, en fait. C'est pas comme si elle était hyper autoritaire et tout, mais c'est juste qu'en fait, on a envie de la suivre. Enfin, il y a vraiment un truc... Ça glisse. Ouais, que j'arrivais pas à expliquer. Et aussi, je me suis toujours dit qu'elle avait tellement d'énergie, genre... Enfin, typiquement, dans plein de scénarios différents, mais même quand on part en vacances, même si elle a peu dormi, enfin, elle va toujours trouver un maximum d'énergie, etc. Et c'est des choses que j'ai toujours trouvé folles. Et pour le coup, moi, je suis projecteur. D'accord, j'allais te demander du coup, qu'est-ce que t'étais ? Je suis projecteur et donc du coup, ça explique complètement ma mission de vie en plus, qui est d'apprendre beaucoup de choses et de transmettre mon savoir. Parce que c'est souvent ça. Ouais, complètement. C'est souvent ça les projecteurs en fait. Et pour le coup, moi, j'ai une énergie qui est très instable. Il y a des moments où je vais travailler comme une brute, je vais pas cesser de travailler. Et après, je vais tomber tout en bas de la colline et me sentir hyper fatiguée et tout. Mais en fait, je suis la seule de mes potes à fonctionner comme ça. Mmh. Et au final, je suis la seule à être projecteur. D'accord. Et vraiment, je me dis, mais c'est étonnant et tout. Et enfin, voilà. Et ça, c'est le premier truc. Maintenant, le deuxième truc, c'est... chaque type, en fait, a ce qu'on appelle une stratégie. Donc, c'est la façon de naviguer dans la vie. Et pour le coup, la stratégie du projecteur, par exemple, c'est attendre l'invitation. Mmh. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire, parce qu'au début, tout le monde me disait attendre l'invitation, et personne ne m'expliquait. Je dis, soyez plus explicite, s'il vous plaît. Donc, en fait, attendre l'invitation, ça te dit que en tant que projecteur, techniquement, si j'essaye d'initier un projet, justement, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner et je dois attendre que ce soit des gens qui me proposent des opportunités. Je peux vous dire que quand j'ai entendu ça, j'étais dégoûtée. Et je me suis dit, mais c'est parce que t'es pleine d'idées, t'es pleine de... Exactement, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et tout. Et en même temps, c'est marrant parce que ça a un peu fait écho à des ressentis que j'avais déjà eus. J'adore entreprendre et lancer plein de projets, mais à chaque fois que je lance des projets toute seule, ça marche pas du tout, ça capote. Et le seul petit projet que j'avais lancé jusqu'à présent et qui avait quand même fonctionné de base, c'était justement avec cette pote qui est manifesteuse. Et je savais pas qu'elle l'était à l'époque. Et on avait lancé une boutique en ligne, et la boutique, elle a tout de suite vraiment fonctionné. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais cette impression que c'était grâce à elle. Et ça m'énervait. Je me disais, mais pourquoi et tout. Mais vous complétez finalement, sans doute, dans la réussite de ce projet. C'est ça. Et en fait, c'est ce dont on se rend compte après. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu sais, parfois, on peut être un peu buté. Et c'est ça aussi, le design humain, justement, ça te permet d'apprendre à te connaître, mais du coup, de te respecter aussi. Oui. Au lieu d'essayer d'être quelque chose que t'es pas, tu te dis, voilà ce que je suis, comment est-ce que je vais faire travailler ça à mon avantage, comment fonctionner au mieux pour ce que je suis, plutôt que d'essayer d'être quelque chose que je suis pas, et du coup, lutter, en fait, toute ma vie, parce que je serai jamais ce truc-là, quoi. Et donc, c'est attendre l'invitation, et je me suis rendu compte que ce que ça voulait dire, en fait, c'est que au lieu... on va parler d'un business basique, donc on va dire, au lieu d'essayer de vendre quelque chose, par exemple, je devrais plutôt juste partager ce qui me passionne. Sur les réseaux sociaux, créer un blog, faire des trucs, justement, mais vraiment quand ça me passionne, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Partager ce qui me passionne, et en fait, ça va attirer les bonnes personnes. À toi. Voilà, exactement, parce que les gens vont ressentir cette passion, cette excitation, etc., vont venir à moi et vont me proposer des partenariats, des podcasts. Des podcasts, exactement. Et c'est à partir de là qu'en fait, mes projets vont s'initier. Et depuis que j'accepte ce truc-là, donc depuis que j'arrête d'essayer de commercialiser toutes mes idées, enfin, c'est pas que je veuille monétiser tout ce que je fais, mais c'est qu'en fait, avant, le raccourci que je faisais dans ma tête, c'est si ça me passionne, si j'ai une idée de projet, autant lancer ma boîte et je vais en faire mon métier. Au lieu de fonctionner comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait, je devais continuer à juste étudier les choses qui me rendaient dingue, qui me nourrissaient de l'intérieur, et partager ce truc-là avec les autres. Et qu'en fait, c'est comme ça que j'allais trouver la bonne voie. Ton équilibre. Mon équilibre, et que j'allais être en alignement avec un peu ma mission de vie, etc.
et ça fonctionne beaucoup mieux. Je suis 1000 fois plus épanouie parce que j'ai pas la frustration d'avoir l'impression de pas réussir à faire ce que je veux faire, et tout en fait tout est plus facile en fait. Ouais, bah ça répond déjà un peu à une question que je voulais te poser. C'est le fait d'avoir découvert que tu étais projecteur. Est-ce qu'on dit projectrice ou ça reste projecteur? C'est pas très inclusif. On va dire projecteur. Ouais, projet qu'on a compris. Est-ce que en quoi ça t'a aidé du coup de découvrir tout ça? Ouais, alors projecteur, du coup, comme je vous le disais, ça m'a permis de faire les choses différemment. Donc par rapport à tout ce que je viens de vous dire, et vraiment de cesser d'être frustrée. Projecteur, il faut savoir que, et même tous les types, il y a du coup la stratégie qui est liée à ce type. Pour les stratégies de votre type, d'ailleurs, je vous engage plutôt à aller voir directement sur le blog de quelqu'un qui est de votre type, parce qu'en fait, les stratégies, quand on en parle en design humain, je trouve que ça veut rien dire. Ça m'a vraiment aidé de savoir que j'étais projecteur, d'une part parce que j'ai mieux compris comment naviguer finalement un peu la vie, tout simplement. Mais au-delà de découvrir mon type, c'est aussi découvrir mes centres définis et indéfinis. Donc ça, on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent. Mais en fait, comme je vous disais, c'est des centres énergétiques, donc ils se rapprochent vraiment des chakras, à la différence que les chakras, il est censé y en avoir 7, alors qu'en design humain, il y en a 9. D'accord. C'est quoi les 2 qui se rajoutent? Ouais, alors du coup, pour le coup, c'est pas du tout les mêmes nominations que les chakras, donc habituels. Ouais, c'est pas positionné au même endroit ni rien, donc on va même plus les associer. Mais c'est quand même l'idée que ce sont des centres énergétiques. Ouais, des centres énergétiques. En fait, l'idée c'est que nous, on a notre corps physique, mais on a aussi un corps énergétique, et ce corps énergétique, c'est du coup un maillage de plein de points énergétiques, et donc les points de jonction majeurs sont les chakras ou les centres du coup en design humain. En design humain, du coup, chaque centre a sa fonction. En termes d'organes, etc., mais aussi en termes de traits de notre personnalité, plus ou moins. Et du coup, on a des centres qui sont définis et d'autres qui sont indéfinis. Définis, ça veut dire qu'on émet de l'énergie de par ces centres, et qu'en fait, qu'en fait, ils sont fiables, parce que c'est vraiment nous. C'est nous qui émettons cette énergie, donc c'est fiable, c'est nous, c'est notre personnalité. Ceux qui sont indéfinis, on n'émet pas d'énergie par ces centres, on reçoit du coup l'énergie des gens qui nous entourent. Et du coup, souvent, on pense que c'est nous. En fait, c'est pas nous. En fait, c'est pas nous. D'accord. En fait, on absorbe vraiment juste les énergies des autres dans ces centres-là. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Et donc, l'un des trucs majeurs en design humain, c'est se déconditionner. C'est donc vraiment regarder son petit thème, voir nos centres indéfinis et se dire « Ah, c'est marrant, ça, c'est pas défini », voir à quoi ça correspond. Sur Internet, il y a vraiment plein de ressources là-dessus, et se dire « Ok, mais alors, j'ai agi comme ça pendant tout ce temps, dans cette zone-là de ma vie, est-ce que c'est vraiment moi au final ? Ou qui est-ce qui, dans mon entourage, pense de cette façon-là, ou de qui j'aurais pu absorber ces trucs ?» Et c'est super intéressant. D'accord. Et ça, quand je l'ai fait, je t'avoue que ça m'a fait prendre de recul sur beaucoup de choses. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, c'est quel type déjà que tu me disais que lui, il émet pas vraiment d'énergie, il absorbe tout ? Le réflecteur. Du coup, le réflecteur, il a aucun de ses centres. Exactement. Oh waouh. Ouais. Oh là là. C'est chaud. Waouh, franchement, oui, heureuse de pas être ce type-là, parce que ça doit être très compliqué à vivre, parce que tu dois tout déconstruire finalement. Exactement. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la vie, il n'y a pas de bien ou mal, mieux ou etc. Il y a juste différent. Et là, en l'occurrence, les centres définis, ce qui est pratique, c'est que c'est des centres qui sont fiables, comme on l'a dit, c'est une source d'énergie, elle est là, on la comprend, c'est facile. Les centres indéfinis, même si du coup c'est plus compliqué au début, c'est aussi forcément ce qui apporte le potentiel bénéfice le plus grand en fait. Parce que c'est par ces centres qu'on est capable de capter les autres. Et imaginez à quel point c'est stylé de réussir à finalement absorber un peu les énergies des autres, etc. Ça nous donne au lieu d'avoir du coup dans un certain truc de notre vie, ressentir toujours plus ou moins, enfin appréhender les choses toujours de la même façon, selon les gens avec qui on va l'appréhender de manière différente. Et du coup, ça apporte vraiment une richesse d'appréhension de la vie qui est folle, quoi. Oui, du coup, tu peux un peu piocher un peu dans chaque personne de ce qu'elle peut avoir de bon à t'apporter, ou de nouvelles vibes à découvrir, etc. Ouais, et puis aussi, ça donne une espèce de compréhension qui n'est pas logique, mais vraiment une compréhension au niveau cellulaire. Parce que du coup, ce truc-là, on l'a expérimenté, même si c'était, tu vois, l'énergie de quelqu'un d'autre. Et donc, ça permet d'avoir vraiment une vision, une approche de la vie qui est vachement plus complexe, en fait. Ouais, c'est de l'ordre du ressenti, du coup, et c'est beaucoup plus compliqué de mettre des mots sur des ressentis. Ouais. Mais du coup, le réflecteur, en soi, si quelqu'un se rend compte qu'il est réflecteur et qu'il apprend à gérer ce truc-là, c'est quand même... c'est fou la richesse d'apprentissage que ça peut être.
Ok. C'est qu'en fait, ils détectent des choses que personne d'autre ne détecte. Enfin, c'est vivant, quoi. C'est assez... Ça donne vraiment envie d'en savoir plus parce que c'est tellement riche. Du coup, il y a 3 choses que tu voulais aborder. Donc, les types, on en a parlé. Les centres, on l'a abordé. Enfin, je sais pas si tu as d'autres choses un peu à rajouter à ce niveau-là. Non, pas vraiment, parce que je pourrais vous dire là maintenant à quoi servent les centres, mais en fait, je pense qu'il vaut mieux le voir visuellement. Je pense qu'il vaut mieux regarder et c'est rapidement expliqué parce que sinon, ça va être un peu trop abstrait. D'accord. Il y avait un dernier point que tu voulais aborder. Je me rappelle plus de quoi il s'agit. Tu avais parlé de 3 choses vraiment importantes. Ah, je pense que c'était la croix de l'incarnation. Voilà, exactement. Bien sûr, la croix de l'incarnation. Ouais, ça, et je vous donnerai de toute façon un livre que je vous recommande largement. Ok. La croix de l'incarnation, je vous recommande pas forcément d'aller voir sur Internet parce que ce sera de toute façon moins riche que le livre que je vais vous conseiller. Et ça, en fait, c'est ce qui te dit un petit peu ta mission de vie. Ok. Pourquoi t'es là dans cette incarnation? Parce que, évidemment, le design humain, c'est aussi vachement lié à toutes les croyances en général de réincarnation, etc. Même si c'est pas franchement dit, mais ça reste quand même... Ouais, c'est spirituel, quoi. Vraiment. Et du coup, la croix de l'incarnation, ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Parce que j'ai vu noir sur blanc des choses que je ressentais... Enfin, en gros, pour vous donner un petit peu de contexte, on en parlait tout à l'heure, mais quand j'ai commencé à travailler vraiment dans le monde professionnel après mes études, j'ai pas du tout aimé ce que je faisais, je trouvais que ça n'avait aucun sens, et j'avais toujours une voix dans ma tête qui me disait mais c'est pas comme si t'aidais les gens avec ce travail, c'est pas comme si t'étais médecin et tout, et même si ça peut sembler dérisoire, pour moi c'était vraiment troublant que cette voix me dise ça parce que je sais pas comment vous dire, mais à ce moment-là, j'étais déjà pas du tout spirituelle. Je pensais que j'étais juste quelqu'un qui était... En plus, c'est marrant, je pensais vraiment que j'étais juste quelqu'un qui était fait pour trouver un bon job et faire carrière dedans. Mais j'avais pas forcément cette notion de, à ce moment-là, aider par mon travail et tout. C'était pas mes premières considérations, en tout cas. Et j'avais cette voix qui me disait toujours ça. Et au bout d'un moment, j'ai quitté mon travail, d'ailleurs. Parce qu'un jour... Gros choix. Ouais, grand choix, mais qui s'est fait, en vrai... Ça s'est fait, parce qu'un jour, je me suis vraiment dit, mais il y a des gens qui font des choses extraordinaires, qui apportent une vraie valeur, de quelque manière que ce soit, en tout cas, à la planète, l'univers, l'humanité, ce que tu veux. Je peux pas me dire que moi, je suis en train de faire ça tous les jours, en fait. Je peux pas continuer à faire ce truc qui n'a aucune importance. Pas de sens. Exactement. Et en fait, ma croix d'incarnation, ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, ma mission de vie, c'est d'être un peu dans la guérison, etc., à ma façon, parce que bien sûr ça reste relativement vague et après c'est chacun ce qu'on en fait. La guérison, ça peut se faire de plein de manières différentes, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être plein de choses. Mais c'est marrant parce que quand je l'ai lu, je me suis tout de suite dit, ça m'a tout de suite rappelé cette voix 2 ans auparavant qui me disait mais là t'aides pas les gens, t'es pas médecin, t'es pas truc. Et donc je pense en fait véritablement que c'était pour ça en fait que j'étais pas épanouie. Et du coup maintenant j'oriente beaucoup mes choix de vie aussi autour de ça. En fonction de ce que tu as appris autour de la croix d'incarnation. Ouais, vraiment. Et qu'est-ce que c'est vraiment cet outil finalement? C'est en complément du design humain, enfin c'est inclus dans le design humain, c'est ça? C'est complètement inclus dans le design humain. Ça fait partie de toutes les informations qu'on te donne sur toi. D'accord. En fait. C'est ouais, vraiment. Et il est aussi sur le thème. Le thème, ouais, c'est ça. Ouais, complètement. En fait, est-ce que d'une certaine manière on pourrait comparer entre guillemets le design humain avec le thème astral, dans le sens où par exemple le fait d'être manifesteur, projecteur, etc., c'est un peu comme les signes astrologiques, dans le sens ça reste vraiment général quand on parle d'une vierge, d'un ci, d'un ça, et quand on fait vraiment le plan astral, justement le thème astral et qu'on rentre vraiment dans les détails, est-ce que quand on fait vraiment le design humain et qu'on rentre vraiment dans les détails, ça permet, c'est un peu ça? Ouais, complètement. Et de toute façon, vous verrez qu'effectivement, en fait, au début, c'est tellement... même si je pense que quand on lit son type, on va se retrouver dedans. Et enfin, moi, j'étais tellement choquée de voir des choses écrites qui correspondent complètement à qui je suis. Mais évidemment, plus on creuse, et plus ça dépeint un tableau qui est hyper complexe, en fait, et qui a plein de nuances. Et c'est ce qui fait aussi que chaque personne est unique et qu'on n'est pas juste 4 types de personnes. Donc, bien sûr, je pense qu'il ne faut pas non plus se perdre dans toutes ces choses-là, parce que ça peut faire beaucoup. Qu'il faut aussi retenir que ce qui nous intéresse. Ce qui résonne en nous. Voilà, exactement. Un truc qui résonne en nous et où on se dit « Ah, là, ça m'a vraiment parlé », pas s'attarder sur les choses qui ne nous parlent pas forcément. Et ouais, ça se rapproche pas mal de l'astrologie, de toute façon. Comme je disais, ça réunit différentes sciences ésotériques, dont l'astrologie.
Ok, d'accord. Et donc, on en a un petit peu parlé. Mais du coup, une fois qu'on a vraiment fait ce travail de recherche, qu'on sait qu'on est projecteur, on en connaît plus sur le design humain, etc., comment, selon toi, on peut vraiment au quotidien l'appliquer dans notre vie? Ouais. Alors, certaines personnes du design humain, ou disons la majorité, vous diront, maintenant que vous connaissez votre stratégie et votre autorité intérieure, l'autorité, on n'en a pas parlé, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur le design humain, mais ça aussi, ce sera écrit sur votre thème astral. Certaines personnes vous diront, du coup, maintenant que vous connaissez ça, vous devez plus agir que à travers ça. Je trouve que c'est très Radical. Ouais, Ouais, exactement. c'est radical. Et je pense qu'il faut absolument pas voir les choses comme ça. Par exemple, vraiment pour que vous compreniez, mon autorité me dit que je dois attendre environ 28 jours pour prendre une décision parce que, voilà, pour attendre une vraie clarté et tout. Oui. Je suis pas du tout d'accord. En plus, j'ai l'impression d'arriver à prendre des décisions assez rapidement parfois. Donc, mais en fait, je pense que ça va être vraiment libre à chacun d'utiliser le design humain comme il le souhaite. Mais avant tout, forcément, quand on prend plus conscience de soi, on commence à réaliser au quotidien des schémas qu'on peut avoir, des schémas émotionnels, des schémas de pensée, des schémas d'action. Et forcément, le fait d'un coup d'en prendre conscience, ça permet de s'en distancier un peu et de décider de continuer ou non à rentrer dans ces schémas et de se dire tel schéma qui finalement ne m'apporte pas grand-chose, me desserve, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à les suivre? Pas vraiment. Mais au quotidien, ça permet aussi de se déculpabiliser. Oui. Sans doute. Ouais, sûrement, vraiment, complètement. Oui. Comme je le disais, d'un coup, le fait de se rendre compte que c'est peut-être juste, enfin, ça peut être expliqué certains trucs qu'on ressent ou qu'on a et tout, et même de comprendre qui on est. Encore une fois, ça permet d'arrêter de se dire j'aimerais être comme ça ou j'aimerais être truc. Enfin, ça nous reconnecte en fait vraiment intuitivement à notre nature profonde, et donc ça renforce notre socle personnel. Naturellement, on trouve tout de suite beaucoup plus de pouvoir. Je suis pas vraiment sûre que... Enfin, ça dépend des gens, je pense, mais je sais pas si véritablement, au quotidien, on va agir différemment parce qu'on a étudié le design humain, mais on va se sentir différent. Ouais, c'est ça qui compte, finalement. C'est aussi beaucoup la perception qu'on a sur les choses qui font que on agit différemment, on comprend mieux, on est peut-être plus ouvert parce que on a ouvert son esprit. Trop cool. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter du coup sur le design humain, sachant que, comme tu as dit, c'est hyper complet, t'as fait une formation de 3 mois, etc. Du coup, je me doute que t'as vraiment plein de choses à rajouter. Mais est-ce que qu'il y a une chose en particulier à laquelle tu penses? Pas forcément lié pas sur le design humain directement, mais un petit mot quand même. J'aimerais juste dire que tout ça, il faut quand même le prendre avec légèreté. Que la quête de soi, c'est super important, vraiment. Et tous ces outils-là, ça permet d'en savoir plus sur soi, mais qu'il faut pas non plus s'enfermer dans ce que quelqu'un nous dit de nous-mêmes, et que si ça résonne, on le prend, mais en fait, on peut à tout moment décider de changer, de sortir de ces cadres-là, d'être qui on veut. Voilà, donc je pense que le design humain, comme tous ces outils, comme je vous le disais, c'est génial pour créer son socle au début et gagner en pouvoir intérieur, personnel et tout, et se renforcer. Mais après, je pense que plus on... En fait, après... on va pouvoir se détacher un peu de tout ça et se dire, ok, maintenant que je me sens bien, je me sens et tout, comment est-ce que je veux me définir? Qu'est-ce que va être mon identité? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Comment je vais... Rester libre d'une certaine manière, en fait. Vraiment. Et on peut, dans 2 ans, être complètement différent, on a le droit. C'est génial. Et c'est autorisé, quoi. C'est ça qui est beau, justement, de s'autoriser à... Même si on découvre des choses, de pas se limiter et du coup s'enfermer autour de ça, chose que certaines... Bon, je vais pas peut-être forcément rentrer dans ce sujet-là, mais c'est vrai que quand on a vraiment une croyance et que on est à fond dedans et qu'il y a plus que ça qui existe, peut-être que ça peut être une croyance, par exemple, on croit en Dieu, mais il y a vraiment que ça qui existe et il y a rien d'autre. Du coup, on se limite et on se crée une propre cage de croyances, en fait. Et oui, je trouve que c'est un bel apport. Du coup, tu parles de quête de soi. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui quelqu'un qui est en face de toi et qui est en quête de soi? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une excellente question, très compliquée aussi. Je pense que selon les types de personnalités, il y a différentes façons de commencer une quête de soi. Il y a des gens qui vont adorer être très encadrés en allant voir un professionnel, tout simplement, et ça peut être génial. Il y en a d'autres qui vont être un peu portés justement par des trucs un petit peu ésotériques, comme le design humain, et qui vont juste prendre plaisir à creuser ces domaines-là, à lire des choses dessus. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens aussi que ça gonfle et ça les intéresse pas.
il y en a d'autres pour qui, simplement, le voyage, c'est extraordinaire. Je pense que, de manière générale, il n'y a rien de mieux que, de toute façon, l'expérience sensorielle pour découvrir qui on est. On peut lire plein de trucs, et c'est super, et ça apporte beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut aussi un peu se jeter dans l'expérience de la vie, voyager, mais pas que. Enfin, il y a un truc que je conseille toujours, par exemple, c'est le fait de véritablement, à un moment donné, se poser et se demander vraiment ce qu'on veut. C'est très compliqué. Très compliqué. Ce qu'on veut, mais en fait, ce qu'on veut, on peut juste y répondre aussi en se disant, en fait, ce serait quoi ma vie idéale, ou c'est quoi la personne idéale pour moi, et se dire, à partir de là, quelles peuvent être les actions que je peux mettre en place pour l'atteindre. Et au final, on s'en fiche d'atteindre ce truc-là ou pas, c'est même pas la question, mais c'est que, à l'heure actuelle, on vit beaucoup dans le mental. On se dit toujours, j'aimerais ça ou j'aimerais pas ça. On réfléchit avec notre mental, mais notre mental, il en sait rien. Genre, c'est un super outil qui est un outil d'analyse qui nous permet. Il faut que ça reste un outil, du coup. Ouais. Voilà, mais c'est pas du tout un outil qui nous permet de savoir qui on est. Et pour moi, pour savoir qui on est, il y a rien de mieux que l'expérience émotionnelle et sensorielle. Et du coup, même commencer à poursuivre des objectifs en vue de devenir X ou Y, c'est là où, en fait, on va d'un coup faire les choses et on va se rendre compte de si ça nous plaît ou pas. Donc voilà, c'est un petit peu... C'est se lancer, quoi. Ouais, vraiment se heurter vraiment à la vie, à qui on est. Ouais, et c'est très compliqué, mais vraiment essayer de cesser de tergiverser tout le temps en se disant « Est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça, est-ce que je suis truc ?» C'est très très difficile pour tout le monde, mais on peut le faire vraiment. Et à un moment donné, essayer de mettre un petit peu en pause cette voix et se dire cette voix, c'est peut-être aussi juste la voix de mes parents, c'est la voix de mes professeurs, la voix de mes potes, c'est la voix de je sais pas quoi, mais c'est pas une voix qui reflète vraiment ce qu'il y a au fond de moi. Et du coup, voilà. C'est réussir à déconstruire vraiment ce qui nous appartient de ce qui nous appartient pas, et ça peut être la quête de toute une vie, quoi, finalement. Ouais, complètement. Mais après, de manière plus concrète, évidemment que... il y a une app que je peux vous recommander, par exemple, moi, qui m'a énormément aidée. Parce que du coup, mon problème de base, moi, ça a toujours été un manque de confiance en moi. Ok. C'était vraiment mon problème, en tout cas, à l'époque. Et un manque de confiance en moi et un peu un manque d'identité. Je savais pas trop qui j'étais. Je me disais, mais... Quelle est ta place ? Quelle est ma place ? Ouais, et puis, je sais pas, j'étais vraiment née dans un milieu, dans une famille qui me correspondait pas du tout, que j'adore, mais qui me correspondent pas. Enfin, où je suis très différente, plutôt. D'accord. Et donc, c'était un petit peu difficile de grandir et de me dire, mais en fait, moi, je suis qui ? Je suis qui ? Qu'est-ce que je veux ? Ouais. Ça a généré en moi des manques de confiance en moi et tout. Et en fait, des choses comme le design humain et même la numérologie, que j'adore, m'ont permis de cerner, de mettre des mots sur des ressentis que je pouvais avoir et du coup de prendre confiance en moi par rapport à ces ressentis. Et au lieu de me dire je suis nulle ou j'ai des problèmes ou je sais pas, me dire non, en fait, c'est peut-être juste que voilà, c'est comme ça, c'est ok. Ouais, exactement. Et puis dans cette incarnation, pour ceux qui y croient, c'est peut-être aussi ce que mon âme a choisi comme défi, comme challenge. Et ok, au lieu d'être déstabilisé par ces trucs-là, go, on y va. On va apprendre des choses et voilà. Et une app qui m'a vachement aidée, ça s'appelle The Pattern. Ok. Du coup, qui est qu'en anglais pour l'instant. Malheureusement, il y a beaucoup d'applis super comme ça qui sont qu'en anglais. Ouais, exact. Voilà pourquoi je ne rêve que d'une chose, c'est que un peu toute la communauté de gens qui aiment ces choses-là en France se réunit. Ouais, trop. On fait des événements. Ouais, c'est clair. Parce que nous aussi, on a le droit d'être bien dans notre peau et de se connaître. Donc, Et du coup, cette application, elle permet quoi ? En fait, The Pattern, on sait pas trop ce qu'ils utilisent. Et ça fait débat d'ailleurs parce qu'il y a des stars américaines parfois qui ont dit « Mais comment est-ce que The Pattern, c'est autant de choses sur moi ? Je trouve ça un peu bizarre et tout. » A priori, c'est un mélange d'astrologie, de choses comme ça. Je pense vraiment qu'ils mélangent de l'astrologie. Je pense qu'ils mélangent aussi du design humain. Je pense qu'ils prennent vraiment un peu toutes ces trucs ces domaines qui parlent des gens à travers un peu le positionnement des planètes et tout. Je pense qu'ils utilisent différents trucs comme ça. Et donc, en gros, tu rentres sur l'app, tu donnes ta date de naissance et ton heure de naissance et ton lieu de naissance, donc comme en design humain. Et à partir de là, sur l'app, en fait, t'as en gros des petites fiches sur toi. Donc ça te dit ça te dit vraiment des trucs sur ta personnalité, etc. Donc t'as tendance à être comme ci, ou en amour t'es comme ça, t'es ci ou ça, mais je sais pas comment vous expliquer sans vous dire que juste en fait testez-le. Parce que c'est vraiment des trucs qui sont quand même profonds. C'est pas des choses, je trouve pas ça superficiel, je trouve que ça a un impact réel sur c'est très profond. C'est un vrai apport, quoi. Ouais. Et après, un truc qui est vraiment trop stylé aussi, c'est que du coup, et donc là, c'est sûr qu'il se base sur l'astrologie, mais quand t'as des cycles de vie majeurs, il t'envoie aussi une autre petite fiche qui vient sur l'app et qui dit
là, t'as tel cycle de ta vie qui commence. Ça va être de maintenant à telle période, donc genre ça va durer 6 mois. D'accord. Et là, c'est le moment où tu dois, je sais pas, par exemple, c'est le moment où tu dois te confronter à tes peurs, par exemple, les faire ressurgir, te rendre compte, t'y confronter pour te rendre compte elles ont aucune valeur, en fait, et dépasser tout ça, parce que c'est ce qui va te permettre de débloquer un truc en toi, tu vois. Ok. Ça peut être ça comme n'importe quoi. Ouais, Moi, ouais. je dis ça parce que je suis dans ce cycle. D'accord. On débloque. On débloque à mort. Et je trouve ça super, je trouve que ça donne plein d'insights. Ok, ça me fait penser un petit peu à l'application CoStar, je sais pas si tu connais. Non. C'est un peu dans le même esprit qui est vraiment lié un peu à l'astrologie, tu vois, un peu notre thème astral, etc. Pareil avec la date de naissance, le lieu, etc. C'est en anglais aussi. Et pareil, tous les jours, t'as des updates sur, voilà, c'est un peu une astrologie hyper personnalisée, quoi. Ouais, ok, je vais regarder cette Moi aussi, je regardais The Pattern. Ouais, The Pattern, honnêtement, c'est vraiment bien. Et tu vois, c'est un ex à moi qui me l'avait recommandé en me disant mais maintenant, je comprends pourquoi... Je sais qui je suis. Il m'avait appelé alors qu'on était plus ensemble, il me disait je me rends compte que j'ai fait des erreurs dans notre couple. Donc, j'étais vraiment trop contente en plus. Ouais. Mais il me disait, je me rends compte maintenant pourquoi j'ai absolument besoin de l'affection des gens, enfin vraiment, ça permet de comprendre des trucs hyper puissants en soi. Ouais. C'est cool de faire cette démarche et de partager ça. Même pour toi, ça a dû te faire du bien de te rendre compte que peut-être t'avais pas que des torts, ou etc. Enfin, c'est bien des fois de reconnaître ses torts. Faites-le. Grave, exactement. Mais en plus, c'est quelqu'un que j'adore, donc ça me fait trop plaisir qu'il se rende compte de certains trucs. Enfin, c'est génial, parce qu'il va pouvoir évoluer. C'est cool. Super. Écoute, tu nous as déjà donné plein de tips, plein de bouquins, d'applications, etc. Mais c'est vrai que c'est une question que du coup, j'aimerais bien instaurer et poser. C'est, est-ce que t'as un film, un livre ou quoi en plus à conseiller, sachant que tu nous as quand même déjà donné pas mal de choses. Ouais. Ou nous partager ton compte Insta. Je crois que tu as un compte Insta où t'es vachement active. Ouais. Vachement active, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté, mais sinon... mais ça veut pas dire, faut couper ça. Ouais, mon compte Insta, c'est du coup loi de l'attraction. D'accord. .fr. Ok, je croyais que c'était de Jimmy Youth, là. Non, bah alors ça, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Exactement. Ah ouais, mais c'est quelqu'un de famous, en fait. Oui, je me fais passer pour... quelqu'un d'autre sur Instagram. Non. En fait, ça, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Donc moi, c'est pas ça, mais vous pouvez aller regarder quand même. Le compte, du coup, c'est des affirmations positives. Ok. Et là, dès que j'ai un peu plus de temps, j'ai envie d'en faire un petit peu vraiment des très courtes méditations, mais plus dans un style où je les fais tous les matins avec les affirmations que je passe dans la journée, pour un peu booster, motiver et tout. Et enfin, moi, je sais que c'est un truc que j'utilise beaucoup, les affirmations, pour me souvenir de ce qui a de l'importance, pour un peu refocus sur vraiment les choses importantes et tout. Ton mantra un peu, quoi. Ouais, exactement. Et en plus, c'est vrai que je suis vachement dans la loi de l'attraction. On pourra en parler éventuellement, mais... Avec plaisir. C'est quelque chose que je pratique beaucoup. Cool. Donc voilà, mon compte Instagram, évidemment, si la loi de l'attraction vous intéresse, d'autant plus qu'il va y avoir des trucs chouettes à venir. Je suis en train d'écrire un livre sur comment manifester en ce moment. Trop bien. Donc voilà, vous pourrez le trouver et tout. Mais sinon, des livres trop cool qui sont pas du tout de moi. Laissez-moi vous donner les noms, je les ai notés parce que... Et du coup, il y a par exemple alors, je sais pas malheureusement si en français ça s'appelle comme ça, mais je pense que c'est le livre des destinées. D'accord. De Chetan Parkin. Ok. Ouais, de toute façon, je pense que tu les noteras. Ouais, je vais tout référencer. Ok, bah ça, du coup, c'est le livre dont je vous parlais qui est génial pour comprendre, du coup, sa mission de vie selon le design humain. Ok. Donc, super complet comme livre. Un autre livre que je vous conseille, mais à 1 milliard de %, ça s'appelle Votre chemin de vie, une méthode pour en découvrir le but. D'accord. Et donc, c'est de Dan Millman. Et là, c'est... Il est connu, très connu, Dan. Il a écrit plusieurs... Ouais, carrément. Ouais, il a vraiment écrit plusieurs livres qui sont tous des best-sellers. Oui. Et ce livre-là, j'ai lu pas mal de livres de numérologie, mais celui-ci, c'est celui qui m'a le plus parlé. Où je lisais les choses et je me disais... OMG. C'était tellement véridique. C'est le genre de livre où tu lis, tu es obligé de faire des pauses et de phaser, c'est ça? C'est exactement ça. Et j'ai surligné plein de trucs et tout, et j'y reviens souvent en me rappelant, voilà quels sont, tu vois, certains de tes schémas, Eva, et ne rentre pas dedans, émancipe-toi de ces schémas, enfin bref. Donc super intéressant. Et pour le coup, j'ai regardé forcément, comme toujours, tous les trucs de mes potes dans le livre, et ça correspondait à 100% à même des challenges qu'ils ont personnellement et tout. Donc super livre. C'est vraiment tes références, tes potes, un peu tes cobayes. Complètement. Je pense
tout en entrant du Martin, ta gueule. Et évidemment, le truc, c'est qu'en fait, moi, ça me permet tellement d'aller mieux et de mieux me connaître qu'après, je suis en mode, mais faites-le tous. Mais moi, tu as envie de le partager, mais je comprends. Ouais. Je t'imagine trop mal un message de en fait, t'es né à quelle heure où ça et tout. Non, pour rien, t'inquiète. Exactement, c'est vraiment ça. Et un troisième livre, je voulais vous donner un livre un petit peu qui n'avait rien à voir. Et donc c'est celui-là, ça s'appelle Pouvoir contre force de David Hawkins. Celui-là, ça n'a rien à voir parce que David Hawkins, de base, c'est un psychologue. Donc voilà, là, on est dans des trucs un peu plus terre à terre. Psychologue américain qui a reçu un prix Nobel, donc une référence. Et si je tiens à dire ça, c'est parce que, en fait, dans son livre, il a quand même une approche de la psychologie qui est aussi très spirituelle. Et ça m'a juste fait plaisir de voir que quelqu'un qui est... cartésien. Voilà, exactement. Et qui a... Enfin voilà, quelqu'un qui... est cartésien, mais qui inclut la spiritualité, et reçu un prix Nobel. En fait, ça m'a fait vraiment plaisir, parce qu'il y a trop de gens qui rejettent décrédibilisent toutes ces choses-là. complet. Voilà. Ouais. Alors qu'en fait, au final, tout devrait s'intégrer, et il faut pas le rejeter complètement, il faut faire un mélange de toutes ces choses, c'est ça qui est intéressant. Du coup, dans son livre, en fait, il explique qu'après des décennies à être praticien, il a observé chez tous ses patients que, en fait, leur vie était dirigée par une émotion majeure, ou certaines autres de leur vie, mais vraiment par une émotion majeure, et il a classifié ces émotions de l'émotion qui inhibe le plus à l'émotion qui te donne le plus de pouvoir, en fait. Et il avait remarqué, pour vous donner un exemple, tout en bas de l'échelle, il y a par exemple la honte, la culpabilité. Il a remarqué que c'était des émotions qui généralement, malheureusement, venaient d'attouchements dans l'enfance, par exemple, des choses comme ça, donc de très gros traumatismes, mais qui après, de par... les mécanismes qu'elles incluent après, t'inhibaient complètement et c'était très très difficile d'en sortir, etc. Enfin bref, il classifie tout ça, donc il part des plus terribles à d'autres finalement dans lesquels la majorité des gens actuellement sont, qui vont être la peur et qui vont être après la peur c'est le désir et ensuite c'est l'orgueil. D'accord. Donc la peur c'est on sait tous que c'est la peur, hein. Ouais. Ça peut être aussi même des peurs qui sont très subtiles, comme la peur de pas avoir assez, la peur du manque, de manquer, de l'abandon, du rejet. Voilà, ça peut être énormément de peur. Au-dessus, il va y avoir le désir. C'est pas que le désir en soi, c'est une mauvaise chose, mais c'est juste que lui, comme il le décrit, il parle vraiment de cette espèce d'avidité, de toujours, il me faut plus, il me faut plus, il me faut plus, et c'est comme ça que je trouverai la pièce manquante en moi. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout ça. Ouais. Exactement. Donc en fait, tu continues à vouloir avoir plus, avoir plus, avoir plus. Déjà, pour la plupart d'entre nous, on peut pas avoir plus parce qu'on a quand même des ressources qui sont limitées. Donc après, ça génère de la frustration. Des gens qui arrivent pas à être plus riches, qui arrivent pas à être plus beaux, qui arrivent pas à être ce que tu veux et qui sont frustrés parce qu'ils ont l'impression d'être moins bien que les autres. En plus, le système dans lequel on est, un peu d'hyperconsommation, etc., doit générer beaucoup d'énergie comme ça. Ouais, mais complètement. Et puis les publicités, dans tous les sens, ça, la surconsommation et tout. Le manque, ça crée du manque, ça crée du désir, donc du manque. Et exact. Et puis Instagram qui te dit tout le temps, t'es moins bien que moi, parce que tu vois que des gens archi retouchés, et tu penses que c'est ça, la beauté. Du coup, tu te regardes et tu fais, ah bon, d'accord, au revoir. C'est complètement ça. Et du coup, et après ça, après le désir, il y a la colère. C'est quand en fait tu commences à te rendre compte que en fait tu peux pas avoir ces choses-là, et donc t'es frustré, ça génère en toi de la colère. La colère, il le décrit comme finalement quelque chose qui est pas si mal parce que c'est quand même une énergie qui te permet vraiment d'avancer. Il y a des gens en étant en colère qui ont réussi à faire de très grandes choses, et donc en fait ça te donne de plus en plus d'énergie pour avancer. Ça donne la niaque. Ça donne la niaque complètement, c'est ça. Après la colère, du coup, il y a l'orgueil. Là, c'est des gens qui, en tout cas, eux, pensent qu'ils vont très bien. Mais c'est ces schémas qu'on peut voir assez souvent de personnes, par exemple, qui ont des égos à fleur de peau. Genre, on peut rien leur dire. Hyper susceptible. Et c'est pas méchant, hein, si vous êtes comme ça. Parce qu'en fait, on passe tous par cette époque. Du coup, s'ils sont comme ça, ils ont du mal de le prendre parce que... Oups. Mais c'est vraiment genre, à fleur de peau. Enfin, faut faire attention à tout ce qu'on dit et tout. Voilà. C'est pas idéal non plus. Et en fait, au-delà de ça, il y a ce que lui appelle le courage. C'est à un certain niveau. Et en fait, à partir du courage, il y a un shift. À partir du courage, lui, il considère qu'en fait, et donc il y a d'autres niveaux au-dessus encore, hein, et je vous engage vraiment à, même si vous lisez pas le livre, allez voir l'échelle, ça s'appelle l'échelle de conscience. D'accord. Sur internet, vous regardez, et vous voyez en plus où vous êtes, c'est trop super intéressant. Ouais. Et tu vois, et en fait, quand t'arrives au courage, avant, la force que t'avais pour naviguer dans la vie, accomplir des choses, ce que tu veux, c'est ce qu'il appelle donc la force. C'est quand même un truc qui est très dépendant des circonstances extérieures. Tout est basé sur l'extérieur, sur soit prouver des trucs, soit ce que tu veux, mais c'est vraiment lié à l'extérieur. Après le courage, t'atteins une espèce de stabilité
où c'est ce qu'il appelle le pouvoir. Et là, cette force, en fait, c'est un truc qui vient du plus profond de tes entrailles et t'es plus déstabilisé par ce qui se passe autour de toi. T'es ancré, voilà, t'as vraiment ton noyau intérieur qui est bien là, qui s'est renforcé, et donc c'est vachement plus pérenne parce que ça ne dépend que d'une chose, ça vient de l'intérieur de toi, donc c'est pas dépendant de choses sur lesquelles t'as pas de contrôle. Ouais, c'est une maison solide, quoi. Ouais. C'est le 3e des petits cochons. Avec les briquettes. Ouais. Grave. Et donc c'est génial, c'est là où on se sent bien, on se sent en paix avec soi-même, avec les autres, avec ce que tu veux, et enfin c'est une sensation, je pense que j'espère que tout le monde pourra l'atteindre. Donc, oui. En tout cas, je pense que qu'on en ait conscience ou pas, on est tous là en quête de ça, quoi. Donc, exactement. Ok, merci beaucoup Eva pour toutes ces infos, tous ces livres, toutes ces apps, pour ta bonne humeur, pour tes explications et de m'avoir reçu du coup. Et voilà, au plaisir peut-être de faire un autre épisode avec toi sur autre chose parce que tu m'as l'air d'être hyper intéressée par plein de choses. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. Et je tiens à dire que je trouve que c'est une super initiative, ce podcast que tu fais. J'espère que ça va aller loin et que du coup, plein de gens pourront le découvrir parce que je suis sûre que ça pourra intéresser plein de gens et vraiment apporter quelque chose. Donc, top. Merci beaucoup. On finit sur une plus d'émotion.